On va parler de deux associations très actives sur le département et plus généralement sur l'Occitanie. Vous allez nous présenter quelques aspects de la biodiversité en Haute-Garonne. Juste avant, une toute petite présentation de vos deux associations. Pascal Mahé, peut-être en premier, l'association Nature en Occitanie. Bonjour. Oui, donc Nature en Occitanie est une association donc régionale qui est basée à Toulouse et côté ouest, donc le Gers, les Hautes-Pyrénées, mais également qui depuis quelques années s'étend sur la partie ex-Languedoc-Roussillon. Alors nous, notre travail, c'est d'abord la connaissance, connaître la biodiversité, la faire partager, sensibiliser tous les publics. C'est aussi, depuis quelques années, on s'est diversifié, on gère des milieux. On gère des réserves naturelles, on gère des sites en bord de Garonne. Et puis, de plus en plus, on travaille avec tous les acteurs de la société civile. On accompagne les collectivités, on accompagne des entreprises, on accompagne tout porteur de projet pour les aider à intégrer la biodiversité dès l'amont dans leurs projets. Il y a plus de demandes qu'avant ? Oui, il y a plus de demandes qu'avant. Voilà. Et donc avec le conseil départemental, on travaille en particulier sur la gestion des espaces naturels sensibles, sur des inventaires tels que les zones humides. Enfin, j'en reparlerai tout à l'heure dans la présentation. Voilà, on a 800 membres, un conseil d'administration de 14 personnes et une équipe salariée de 20 personnes. Voilà. Merci Jean-Olivier. Oui. Bonjour. France Nature Environnement, donc nous on a une fédération d'associations de protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie. Et donc on fédère des associations qui peuvent être des petites associations locales de protection de l'environnement, de la nature à proximité autour d'une commune par exemple, ou des associations thématiques, notamment les Fous du Bois. On a Zero Waste Toulouse aussi qui est contre les déchets, ou une association comme Nature en Occitanie, donc des associations plus grande importance à l'échelle régionale, qui se fédèrent toutes au sein de cette fédération France Nature Environnement, avec une volonté d'avoir une transversalité en fait des différentes questions. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une richesse à l'intérieur, de faire un réseau coopératif, c'est ça? Exactement. Et par exemple, on se posait ce matin la question des liens entre le climat et la biodiversité. Typiquement, le fait de travailler en fédération, ça nous permet de travailler avec des associations qui sont pour la réduction des déchets, d'autres qui sont sur des problématiques plus climatiques, protection des forêts, protection de la biodiversité, qui s'occupent des types de transports qu'on peut avoir, des types de commerce et d'activités qui peuvent exister, ou par rapport à l'agriculture. Donc en étant dans une fédération, on réfléchit justement la transversalité entre les différentes questions. Merci. Alors je vais vous laisser présenter, sachant qu'on passe sur un autre versant qui est un peu plus joyeux avec Jean Jouzel. On a quand même beaucoup parlé des menaces, de la situation actuelle qui n'est pas forcément extrêmement gaie, mais de la prise de conscience. Et là, on va passer plus sur les moyens d'action. Alors on va regarder ce qui existe aujourd'hui, parce qu'il y a encore heureusement une biodiversité en Haute-Garonne, et aussi les moyens d'essayer de la préserver et de la valoriser. Voilà, donc je me suis dit, on va essayer de passer sur quelque chose de positif, de prendre un peu le contre-pied par rapport à ces tableaux sombres qu'on a régulièrement, parce que à force d'avoir des mauvaises nouvelles, finalement on se lasse et on n'agit pas. Et donc je vous propose de voyager en Haute-Garonne dans des écrins de biodiversité, de rencontrer ces joyaux de biodiversité, mais ce qui va nous permettre aussi de mesurer la responsabilité qu'on a vis-à-vis de cette biodiversité. Alors, au tournant du XXIe siècle, il existe encore des vieilles forêts. Elles sont très anciennes, ce sont des forêts qui n'ont pas été exploitées depuis longtemps et qui ont donc des très très gros arbres et qui abritent une biodiversité tout à fait particulière qui est donc caractéristique de ces cycles avancés et qui sont, on en a parlé tout à l'heure, un puits de carbone très très important. Et la Haute-Garonne a une particularité, une responsabilité d'autant plus grande qu'elle a en fait le taux de boisement en vieille forêt le plus important des forêts pyrénéennes, puisqu'elle a été moins exploitée, moins industrialisée que l'Ariège par exemple, et donc on a ce taux qui est très important en Haute-Garonne. Alors ces forêts, donc comme je vous disais, ce sont des forêts qui donc n'ont pas été perturbées depuis très longtemps. On le voit sur cette carte de Cassini, Bagnères de Luchon, Haut, le Lys, la Pique, et à gauche vous avez des travaux qui ont été faits par donc le groupe de vieilles forêts et pour identifier en fait ces forêts qui sont encore donc relictuelles. Et si on cherche à voir un petit peu
qu'est-ce que c'est que cette biodiversité donc caractéristique des stades avancés en libre évolution? Eh bien, vous voyez, ce sont des boisements donc où il y a du gros bois, où il y a du bois mort, où les arbres ont des cavités qui abritent donc notamment des chauves-souris, ici le merin de Bechstein, des insectes tout à fait particuliers, hein, saproxylique avec la rosalie des Alpes, des oiseaux tout à fait particuliers aussi, les pics, hein, qui se nourrissent des insectes dans les arbres, dans le picado blanc par exemple, et puis donc des lichens qui sont assez extraordinaires, très esthétiques. Donc si on regarde plus particulièrement donc ce que je vous disais au niveau de la répartition de ces vieilles forêts, il y a deux grands types de vieilles forêts, les forêts de montagne et les forêts de plaine. Et donc on voit en Haute-Garonne, on est concerné par les deux grands types de vieilles forêts. Donc c'est un exemple d'habitats qui sont vraiment très très importants en termes d'action. Et c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut protéger ces habitats parce qu'il y a des menaces qui sont assez importantes du fait de maintenant on va partout, on exploite partout, on a de nouvelles techniques, des câbles, etc. qui font que ces forêts qui n'étaient pas exploitées jusqu'à maintenant parce que difficilement atteignables, aujourd'hui sont en danger d'exploitation. Or, ce sont des reliques qu'il faut absolument conserver dans l'état. Il faut pouvoir avoir des réseaux d'îlots de ces vieilles forêts qui soient reliés entre eux. Il faut pouvoir proposer aux gestionnaires d'avoir des compensations lorsqu'ils vont geler des terrains de forêt pour les laisser en libre évolution. Et donc, tout ça, ce sont des actions qui peuvent être soutenues par les collectivités. Et il y a un observatoire des vieilles forêts qui existe depuis maintenant 2 ans, qui concerne donc pour la Haute-Garonne la partie Comminges et qui est donc animée par Nature en Occitanie et Nature Comminges. Au tournant du XXIe siècle, il existe encore la Garonne et ses affluents. Donc c'est un fleuve qui, malgré le fait qu'il ait été corseté dans bien des endroits, reste vivant, reste impétueux, avec des espèces. Il y a encore quelques saumons. Il y a encore dans certains torrents qui sont les affluents de ce fleuve des écrevisses à pattes blanches, le calotriton qui est une espèce endémique des Pyrénées, qui est un petit batracien qui vit dans les torrents. Voilà, donc des milieux à chaque fois particuliers avec une biodiversité particulière. Au tournant du XXIe siècle, il existe encore des zones humides, même s'il y a une grande pression aussi sur ces milieux. Des bras morts, des prairies, des tourbières, des queues d'étangs, des combes à neige, dans les parties d'altitude. Outre la biodiversité dont on va parler, elles assurent le soutien d'étiage. Ce sont des tampons pour la ressource en eau. Elles atténuent les crues. Elles jouent un rôle accru, vous l'avez compris, dans la période que l'on vit de changement climatique. Et donc le département de la Haute-Garonne, avec ses 10 entités paysagères, abrite en fait tous les types de zones humides, mis à part les zones littorales. Pas encore, malgré ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, et donc a une grande responsabilité vis-à-vis des zones humides. Cette carte est issue de l'inventaire des zones humides qui a été faite donc par le département il y a quelques années et qui en fait montre la forte présence dans les têtes de bassin, mais également donc des zones humides en plaine, et ce sont celles qui sont vraiment les plus menacées de par la pression notamment urbaine. Alors, si on fait un zoom, comme tout à l'heure, pour les forêts, sur la biodiversité caractéristique des zones humides, vous avez donc le héron pourpré, par exemple, qui est un héron emblématique et qui se nourrit évidemment dans les zones humides. Vous avez le cuivré des marais, qui a été photographié là, c'est justement un espace naturel sensible du département à Barbazan. La cordulée à corps fin, qui est une libellule qui a également été photographiée sur un site du département à l'Érac. L'épipactis du marais, qui est une plante protégée. Bon, voilà, vous avez un petit peu un tout petit échantillon de ce qu'on peut trouver dans ces zones humides. La priorité absolue, ce sont les prairies humides en contexte agricole et urbain. Elles sont vraiment, vraiment relictuelles. Elles abritent encore des plantes qui sont protégées à un niveau national. Vous avez la jacinthe de Rome, par exemple, qui est une plante devenue vraiment très rare et qui est présente encore en Haute-Garonne. Également la fritillère pintade, un peu plus présente, mais qui est quand même très, très intéressante. Vous avez donc toujours un site du département, le château de la Réole, dans lequel il y a tout un complexe de zones humides en aval du château qui sont bien conservées et pour lesquelles un plan de gestion est en cours.
Au tournant du XXIe siècle, il existe encore des espaces agricoles riches de biodiversité. Et là, j'ai sélectionné quelques photos pour vous montrer dans quel cas on peut justement apporter une bonne cohérence entre la recherche d'une biodiversité préservée et les pratiques agricoles. À gauche, on voit qu'il y a un lien finalement qui a été fait. Il n'y a pas de rupture. Le chemin est enherbé. Il n'y a pas de rupture entre les deux parcelles. La photo du milieu, vous avez, on voit une haie qui est multistrate, qui donc va faire une lisière très intéressante pour la biodiversité. Donc les premières sont dans le frontonnet. Ensuite, vous avez une photo avec une belle prairie fleurie au niveau de Pont-Pertusa en Haute-Garonne, qui est ma commune. Et donc j'ai présenté cette photo pour vous montrer qu'avec des photos comme ça où on voit une prairie fleurie et on a autour un contexte, par exemple avec des champs de colza, c'est un puits à pollinisateurs qui va permettre aussi que les champs de colza autour soient mieux productifs parce qu'on a cette prairie fleurie qui a été préservée à côté. Et puis en bas, le paradis, un contexte agricole avec du bocage, une grande diversité de milieux. On est dans les Petites Pyrénées et donc là, on a quelque chose de très favorable. Évidemment, en haut à droite, c'est un peu moins favorable puisqu'on a donc un champ qui vient au bord de la parcelle avec un ruisseau qui a été recalibré, qui est complètement dégradé. Pas de haies, on en voit au fond, mais pas sur le premier plan. Et donc là, on voit bien que la biodiversité ne peut pas être du tout la même que celle qu'on a sur les autres photos. Pour préserver tout ça, il faut qu'il y ait de la connectivité. Hein. Si on a des sites qui sont dispersés et qui sont pas reliés entre eux par des corridors écologiques, ça peut pas fonctionner. Donc on a eu il y a maintenant quelques années le schéma régional de cohérence écologique qui a été établi pour prendre en compte ces connectivités. Vous avez donc les différentes couleurs depuis le foncé, la trame boisée avec la trame des milieux semi-ouverts, la trame des milieux ouverts, donc qui en fait montre à l'échelle de la région de quelles grandes connexions doivent être préservées avec les réservoirs de biodiversité. On reconnaît Buzet, Bouconne, etc. Mais c'est bien entendu pas suffisant. Il faut qu'à chaque échelle s'emboîtent les corridors qui vont être fonctionnels, chacun à leur niveau de territoire. Donc, à l'échelle d'un SCOT, on voit souvent que les plans d'aménagement et de développement durable, les PADD, incluent bien cette prise en compte de la biodiversité, mais ensuite, dans les documents vraiment qui sont prescriptifs, eh bien là, on a oublié la moitié des recommandations qui avaient été mises en œuvre dans le PAD. Dans les PLU, c'est très important aussi. On prend de plus en plus en compte beaucoup de communes font des PLU intercommunaux ou des PLU communaux, mais ça demande des compétences, ça demande des connaissances, et il faut pouvoir accompagner les communes aussi sur cette prise en compte des connectivités. Il y a de plus en plus d'actions. Hein. C'est vrai que les collectivités s'engagent. Il y a les territoires engagés pour la nature. Là, j'en vois ici qui ont été lauréats. Il y a les atlas pour la biodiversité communale qui sont aussi souvent faits avec les habitants, avec les citoyens pour identifier quelles sont la richesse en biodiversité. Et puis, je pense que le plus important, c'est d'inverser le regard. On en parle depuis longtemps, mais c'est quoi finalement inverser le regard ? Eh bien, c'est avant même tout aménagement, de voir quelles sont les richesses en termes de biodiversité et d'adapter les aménagements à la biodiversité. Et non pas de faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de prévoir un aménagement et ensuite de voir comment on pourrait composer avec la biodiversité pour pouvoir quand même maintenir cet aménagement. C'est la doctrine ERC, éviter, réduire, compenser. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est le E qu'il faut absolument mettre en avant, bien avant les autres possibilités. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous parler des solutions. Donc Pascal Mahé vous a présenté la richesse de la biodiversité en Haute-Garonne et du coup la responsabilité patrimoniale forte que nous avons. Et sachant que la biodiversité, c'est la vie dont nous sommes issus, c'est la vie qui nous entoure et c'est aussi
notre assurance vie. Clairement, et en particulier dans un contexte de changement climatique, c'est aussi parce qu'il y a de la biodiversité encore autour de nous qu'on pourra trouver des solutions. Qu'on pourra trouver des solutions sur la manière de se nourrir, sur la manière de s'habiller, sur la manière de se soigner, sur la manière de vivre et d'être bien dans notre environnement, sur la manière dont l'air soit un peu épuré, et tout un tas d'autres choses. Et donc du coup, cette biodiversité, en même temps, elle n'est pas effectivement déconnectée de tous les autres aspects. Et y compris, Jean Jouzel nous le redisait ce matin, l'IPBES, qui est donc l'équivalent du GIEC, qui est le GIEC pour le climat, l'IPBES sur la biodiversité, nous dit, et de manière à peu près aussi forte et aussi alarmante, attention, la biodiversité est en train vraiment de s'effondrer, on parle d'une 6e extinction de masse. Et donc du coup, l'idée c'est quand même aussi de se dire, mais d'où cet effondrement, comment il est produit, comment ça se passe, et comment ça se passe en Haute-Garonne. Et donc je vais essayer de vous faire un petit diagnostic, un état des lieux de cette situation-là, tout en proposant, ou tout en illustrant d'actions qui existent, ou d'actions qui pourraient être faites, pour essayer aussi à notre échelle, à l'échelle départementale, et puis à l'échelle aussi de tout un chacun, de voir ce qu'on peut faire pour essayer aussi d'enrayer cette chute de biodiversité. Puisque du coup, justement, il y a une nécessité de connectivité et il y a une nécessité que la nature, là où elle existe encore, alors que ce soit des espaces agricoles relativement préservés, des espaces naturels, ils ont besoin d'être préservés en tant que tels, mais il y a aussi besoin que tous ces espaces-là soient connectés pour que les espèces, notamment, puissent circuler, pour se reproduire, pour s'alimenter. Et aussi, on le disait tout à l'heure, en vue du réchauffement climatique qui de toute façon arrivera, alors on espère le moins fort possible, mais il arrivera, il y a aussi des espèces qui vont devoir se déplacer, parce que si le climat devient de plus en plus sec ici, il y a des espèces, par exemple, qui ont besoin de plus d'humidité, qui vont devoir, par la dispersion de leurs graines, par la dispersion de leurs petits, aller coloniser plus loin. Et pour pouvoir y aller, il va bien falloir qu'elles puissent traverser aussi des espaces. Et donc, si on ne garde pas toutes ces continuités-là, elles auront du mal. Et clairement, une des choses qui se passe aujourd'hui, c'est l'urbanisation. On a encore la chance, par exemple, autour de l'agglomération toulousaine, d'avoir des zones où il y a des espaces naturels, des espaces agricoles. Ces espaces naturels, ils sont encore connectés, mais tout un chacun, avec notre volonté aussi d'avoir des logements, et donc l'étalement urbain, on contribue clairement à impacter ces milieux, à les interrompre, à y planter des fois des espèces un peu toutes les mêmes, par exemple du thuya, qui va réduire la biodiversité, ou tous le même gazon dans notre jardin. On a où il y a des volontés de centres commerciaux ou d'autres aménagements qui viennent aussi interrompre dans ces zones qui sont encore naturelles autour de l'agglomération, en plantant des espèces qui ne sont pas forcément très issues des espèces locales. Et donc du coup, il faut qu'on réfléchisse. Alors, il y a des actions. Là, j'ai pris un exemple d'action qui est peut-être pas le plus ambitieux, mais qui est déjà, vous l'avez probablement vu sur les autoroutes, des fois des passages à faune. C'est vraiment un tout petit exemple pour illustrer cette idée-là de la traversée. Mais en fait, il faudrait qu'on fasse 1000 fois plus que ça. Il faudrait qu'on fasse bien plus. Et en tout cas, il faudrait qu'on réfléchisse à ce que nos infrastructures s'intègrent dans la nature et pas l'inverse. Et pas juste se dire on laisse des petits bouts de nature parce que sinon la biodiversité, elle s'en sortira pas. De la déforestation aussi, du déboisement. Il y a des bois, il y a des forêts qui ont de la valeur, dans lesquelles il y a tout un tas d'espèces qui ont un fonctionnement à proximité de nous dans le territoire. Et puis, il y a des déboisements. Il se trouve que là, c'était un déboisement illégal. C'est dans le département. Et c'est un déboisement illégal. C'était pour faire quoi? C'était pour stocker des déchets, pour faire du dépôt de déchets. Et donc clairement aussi, dans notre manière de faire des choix de ce qu'on consomme, des déchets qui sont produits ou pas, on a des responsabilités. Le département de la Haute-Garonne a signé la charte territoire sans perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, c'est en grande partie tous les plastiques alimentaires, et c'est aussi les pesticides. Mais y compris dans les choix qu'on fait, et il y a notamment le syndicat d'Ecocet, de toutes les communes de toute la grande agglomération qui se sont donné pour objectif d'ici 2025 qu'il n'y ait plus du tout d'utilisation de plastique à usage unique dans toute la grande agglomération toulousaine. Donc il faut réfléchir à ce type d'action si aujourd'hui on veut vraiment alléger le poids qu'à la fois ces déchets représentent par eux-mêmes, et la pollution et le plastique, et en même temps le fait que pour les stocker, pour les traiter, on est amené à détruire du territoire, parce qu'une des grandes causes de perte de biodiversité, c'est aussi qu'on détruit en fait ces forêts, on détruit ces espaces. Et voilà, donc du coup l'idée c'est de sortir de ces déchets. Il y a d'autres aspects auxquels on ne pense pas forcément vu d'ici. En même temps, Pascal Mahé le disait, on a des très belles forêts dans les Pyrénées, qui ont une très très grande richesse, et en même temps on dit que le bois est une des solutions, donc on peut y réfléchir. C'est effectivement par rapport au pétrole dont il faut absolument sortir, c'est un peu plus renouvelable que le pétrole qui a mis des centaines de milliers voire des millions d'années à se produire à partir de végétaux anciens. Le bois il est là, mais le bois, les arbres, il faut quand même du temps pour qu'ils poussent, et y compris toute la mousse, tout ce qu'on a vu tout à l'heure qui accueille la biodiversité, il faut le temps qu'elle s'installe. Quand on va exploiter du bois, il y a différentes manières de le faire, et une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'il y a, et là vous apercevez sur la carte des projets de pistes forestières qui en fait se sont approchés de zones où il y a de la chouette de Tengmalm, du pic noir, des espèces de mousses particulièrement rares, et quand ces pistes sont faites,
elles tiennent pas toujours compte de l'emplacement et de la vie de ces espèces. La manière dont le bois est sorti, le débardage, il peut être plus ou moins respectueux de la forêt, donc de la biodiversité. Et clairement, il faut aussi réfléchir à ce qu'on fait, comment on fait, quelle quantité de bois on utilise, pourquoi faire, de le réfléchir de manière plus économe, plus sobre, avec de se dire est-ce qu'on a vraiment cet usage, et si on l'a, on le fait en essayant de respecter. Alors, on n'est pas obligé de forcément revenir au débardage à cheval, mais ceci dit, j'ai mis cette photo pour illustrer le fait qu'il faut penser à des pratiques beaucoup plus respectueuses de l'environnement. De la même manière, le bois énergie, c'est une des réponses pour se chauffer autrement qu'avec les énergies fossiles. Mais le bois énergie, de la même manière, quand on va le chercher, on peut abîmer la forêt, puis à force, on coupe la forêt aussi. Et la forêt, à force, elle ne se renouvelle pas aussi vite. Un arbre, alors vous savez qu'avec la photosynthèse, les arbres stockent du carbone. Avec l'eau et le soleil, ça fabrique la matière végétale et donc ça stocke du carbone. Mais des arbres, pour repousser, il leur faut des dizaines d'années. Donc ce qu'on brûle en quelques années, il faut quand même des dizaines d'années pour le reproduire derrière. Et si on va trop vite, si on utilise trop ce bois, on va aussi épuiser les forêts, donc éliminer toute la biodiversité qui y vit. Donc il existe, j'ai donné juste un exemple, c'est dans notre manière d'utiliser cette énergie, qui est une énergie intéressante, surtout dans le département, puisqu'il y a des forêts, c'est de se dire aussi qu'on l'utilise de la meilleure des manières possibles, donc en chauffant pas trop, en utilisant si possible des systèmes qui, donc là j'ai mis l'exemple d'un poêle à double combustion qui utilise au maximum l'énergie qu'il y a dans le bois et qui en relargue un minimum dans l'atmosphère, parce que si on a des mauvaises combustions, ça relargue du CO2, ça relargue aussi des particules fines qui sont la cause de tout un tas de maladies respiratoires, et qui du coup de toute façon au final font qu'on brûle en fait cette vie, même si elle est morte quand c'est du bois, mais qui au final est le lieu de vie de cette biodiversité. Donc l'idée c'est de travailler aussi ensemble à la manière d'être plus sobre dans l'énergie. On l'a vu tout à l'heure, Pascal présentait notamment des prairies humides qui sont un lieu de vie extraordinaire et qui sont aussi un lieu de stockage de l'humidité, de régulation des climats, des microclimats. Des pratiques comme ça qui visent à recalibrer, à dérainer, à curer ces habitats, là tout ce qu'il y avait dedans a disparu. Ça n'aurait pas dû. Il y a eu des projets aussi de stockage, de barrages qui ne sont pas forcément nécessaires, voire qui sont totalement inutiles à certains endroits et qui sont faits dans des zones humides très souvent, parce que c'est là que l'eau naturellement a tendance un peu à stagner. Donc c'est souvent là qu'il y a les projets de barrages, dont un malheureusement tristement célèbre et qui heureusement fait l'objet d'un projet de restauration et où on permet à la vie de revenir, mais plutôt effectivement que d'être dans de la compensation, dans des tentatives de restaurer. Ce que disait Pascal Mahé, c'est qu'il faut vraiment essayer d'éviter de détruire ces milieux qui sont encore présents tout autour de chez nous. Nous avons donc des cours d'eau particulièrement intéressants et on disait, en Haute-Garonne, on a quand même encore des poissons migrateurs comme des saumons qui peuvent remonter sur la Haute-Garonne ou sur l'Ariège relativement difficilement, parce que pour venir jusqu'ici, ils viennent de l'Atlantique et ils ont quand même quelques obstacles en travers. Le premier, c'est le barrage de Golfech, et où du coup, ils sont pour la plupart en fait capturés au pied du barrage parce qu'ils ont du mal à le passer, et en réalité, ils sont amenés directement plus haut sur la Garonne, ou actuellement plutôt sur l'Ariège, pour qu'ils puissent aller se reproduire. Mais s'ils doivent passer le Bazacle, vous vous souvenez peut-être, il y a une passe à poisson. Alors voilà, une des solutions pour les aider quand même, c'est qu'il y ait par exemple des aménagements comme les passes à poissons. Il y en a une qui se visite au Bazacle, d'ailleurs c'est très intéressant de le voir. Mais je me souviens que quand j'étais enfant et que j'allais voir la passe à poissons, je voyais des poissons passer. Et je me souviens des statistiques, il y avait énormément de poissons qui passaient. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins parce que le niveau de la rivière peut être un peu plus bas, du fait de tout ce qu'on a évoqué, parce qu'il y a des prélèvements en aval, parce qu'il y a des pollutions, parce qu'il y a tout un tas de raisons qui font qu'il y en a de moins en moins de ces poissons qui arrivent à passer. Donc ces solutions, il faut les renforcer. Typiquement, aujourd'hui, la passe du Bazacle est peut-être plus suffisante, il faudrait renforcer ces dispositifs. Il y a dans les petites rivières aussi, il y a des stratégies d'éliminer des petits seuils, des petits barrages qui ne servent plus, et ça permet, dès qu'il y a des actions comme ça qui sont faites, quand elles sont bien faites, de suite il y a des communautés de poissons, d'écrevisses, d'autres animaux qui remontent vraiment les rivières. En même temps, ça permet aux rivières de mieux se stabiliser, le sable circule mieux, ça a des effets intéressants, et là il y a des capacités d'action, et les collectivités peuvent vraiment agir sur ce type de situation. De la même manière, là c'est un bel exemple, c'est sur l'Hers, que la plupart d'entre vous doivent connaître, donc qui coule à l'est de Toulouse, et qui est quand même une rivière qui a été très fortement canalisée, rendue rectiligne. Et il y a des travaux, notamment là c'est à la Bège, de redonner des espaces de liberté, repermettre à la rivière de reprendre un côté naturel. Et tout ça, de suite, ça permet qu'il y a des petits recoins avec des graviers, il y a des petits recoins, et donc de différentes espèces qui vont pouvoir retrouver des habitats. De la même manière sur les pratiques agricoles, alors pareil, les deux grandes causes de la perte de biodiversité, c'est la destruction des milieux, des habitats naturels, donc des forêts, des prairies, des zones humides, des coraux,
tous les habitats. Et c'est aussi, Jean Jouzel le disait, l'utilisation donc des phytosanitaires, autrement dit des pesticides ou des biocides, qui sont quand même aujourd'hui, et l'impact qu'ils ont, on a du mal à le mesurer, mais ce sont des produits qui sont faits pour tuer des insectes, des mauvaises plantes, des champignons. Donc de fait, ils tuent très largement. Et c'est évident qu'aujourd'hui, dans la chute du nombre d'insectes, dans la chute du nombre d'oiseaux, les pesticides sont très fortement en cause, en même temps qu'ils nous causent aussi des maladies très importantes. Et donc là, on a vraiment un vrai souci. Quand on utilise du glyphosate et que ça peut transformer des champs de manière complètement orange, là, il n'y a vraiment plus grand-chose qui vit à cet endroit-là. Or, il faut absolument aujourd'hui sortir de ces pesticides, mais il ne faut pas sortir de ces pesticides pour aller vers d'autres pesticides ou vers d'autres solutions technologiques miracles comme des micro-organismes génétiquement modifiés ou quoi. Il faut aller vraiment vers d'autres approches et des approches d'agroécologie qui intègrent et qui recomprennent en fait comment naturellement un écosystème fonctionne. Une forêt, dans toute sa richesse, eh bien, elle a des arbres plus ou moins âgés, elle a des micro-organismes qui travaillent, qui enfouissent effectivement du carbone dans le sol. Et là, quand on a une agriculture qui réfléchit comme ça, l'agriculture peut stocker du carbone. Mais alors que quand elle fait qu'être labourée, il n'y a plus du tout de carbone dans le sol, il n'y a plus que des engrais qu'on met pour un an qui s'en vont ou qui vont dans les rivières. Donc là, il n'y a plus de vie, alors que l'agriculture, du coup, agroforesterie, l'idée c'est de dire on remet de la diversité, on réfléchit avec des vers de terre, avec des insectes qui pollinisent pour que tout ça refonctionne, soit plus riche. Ça contribue à stocker du carbone et ça contribue surtout à ce qui est plus de biodiversité. Voilà. Quelques exemples sur des pratiques pareilles, où là ce sont des services municipaux d'une commune du département que je ne vais pas citer, mais où les services municipaux s'évertuaient depuis des années à enlever les nids d'hirondelles. Parce que les hirondelles, ça peut faire quelques crottes, mais en même temps, c'est quand même des espèces d'oiseaux importantes et qui ont aussi vocation, enfin, qui contribuent aussi à nous débarrasser des moustiques. Enfin voilà. Et donc, typiquement, c'est des pratiques dont une part interdite et puis qu'on ne voudrait pas voir. Il y a aussi des activités de tourisme. Et là, il y a par exemple des nids d'aigles de Bonelli qui sont dérangés. Donc, dans la manière aussi dont le tourisme se développe, il faut réfléchir. Et les collectivités, alors, par exemple, par rapport à la première image, pourraient être plus, ça serait bien que la grue soit plutôt utilisée à poser des nichoirs qu'effectivement enlever les nids d'hirondelles. Juste mentionner que nous, on a développé un petit outil qui s'appelle Sentinelle de la nature, qui est une application pour repérer, pour nous signaler des situations qui paraissent curieuses et sur lesquelles on puisse travailler avec les mairies, les collectivités de communes ou autres. Voilà. Avec du coup, je vais vous présenter juste un dernier exemple qui nous paraît important parce que c'est un exemple sur lequel on peut tous et toutes agir là, peut-être dès tout à l'heure, dès ce soir, dans cette problématique de continuité et de connectivité. Donc vous avez là des traits verts donc, qui relèvent de ce qu'on appelle la trame verte. Donc c'est qu'il y a des différents grands types de végétation qui soient connectés les uns aux autres. On parle de la trame verte, on parle de la trame bleue. Il y a aussi une autre trame à laquelle on ne pense pas forcément et qui pourtant est très très importante et qui a une grande importance pour la biodiversité. C'est la trame sombre. Et là, ce n'est pas la trame sombre qu'on voit, c'est la pollution lumineuse. Et c'est une action sur laquelle on travaille d'ailleurs avec le conseil départemental de la Haute-Garonne. Et donc vous voyez à quel point, là on a une carte de la pollution lumineuse, et on a une carte de la pollution lumineuse qui nous montre à quel point toute la grande agglomération toulousaine est très fortement émettrice de pollution lumineuse, et comment bien sûr on retrouve le cours de la Garonne, et comment on voit qu'aujourd'hui des espèces qui ont besoin de circuler la nuit, et une très très grande majorité d'espèces en réalité vit la nuit, d'animaux mais aussi de plantes. Certaines fleurissent la nuit, elles fleurissent la nuit parce que des insectes viennent les polliniser la nuit. Si ces insectes ne peuvent plus circuler parce qu'ils sont générés par la lumière, les plantes ne seront plus fécondées, elles ne se reproduiront pas, et de la même manière les animaux ne circuleront plus. Donc ces trames, les oiseaux migrateurs qui circulent au-dessus de notre pays, pour certains, sont déroutés par une ville comme Toulouse et trouvent plus leur route pour aller plus au sud vers l'Afrique par exemple. Donc du coup cette pollution lumineuse elle est très importante, elle coupe vraiment la route à beaucoup d'espèces. Et en même temps, donc, elle nous gâche, elle nous empêche de voir le ciel. Elle consomme beaucoup d'énergie. Et effectivement, l'éclairage public, notamment à des heures du matin où plus personne n'en a vraiment besoin. Alors, il y a des systèmes qui peuvent exister avec des détecteurs de présence pour réellement avoir de la lumière là où on en a besoin. Mais des heures et des heures à éclairer des endroits où il n'y a personne, c'est vraiment du gaspillage très fort. C'est de l'énergie nucléaire notamment. C'est des impacts sur la santé très forts aussi, la pollution lumineuse. C'est démontré de manière très importante que ça affecte la qualité du sommeil et que du coup ça affecte la santé et du coup la biodiversité, comme je le disais. Par rapport à ça, il y a donc, j'illustre rapidement avec donc, des espèces de rapaces nocturnes, des chauves-souris aussi, qui elles aussi peuvent nous débarrasser des moustiques, entre autres, mais pas que, elles participent tout ça d'un grand équilibre. Des papillons de nuit, j'en parlais, dont certains qui pollinisent les plantes. Entre autres, les plantes elles-mêmes aussi, avec la pollution lumineuse, elles restent réveillées trop longtemps, ça les fatigue, ça peut les affaiblir.
Et donc, du coup, l'idée, c'est d'agir sur cette cause-là, qui est une des pollutions qui est peut-être les plus faciles, parce que quelque part, il suffit d'éteindre sur un bouton. Autant toutes les autres, le réchauffement climatique et tout, les gaz sont déjà dans l'atmosphère, il faut arriver à les réduire, mais là, sur la pollution lumineuse, c'est un des axes sur lesquels, assez simplement, si on s'y met toutes et tous, on peut arriver à faire bouger les choses, avoir des éclairages plus adaptés, je le disais, et on est engagé dans une action qu'on appelle des ambassadeurs de la nuit, où notamment on va voir les commerces qui restent allumés toute la nuit, et qui ne devraient pas l'être, il y a une réglementation qui l'interdit, ou l'éclairage public. Et donc, clairement, il faut que dans la manière dont on réfléchit notre éclairage public, il y a aussi des choses qui sont faites. Et là aussi, la réglementation change les choses. Un des objectifs qu'on s'est donné, et avec le programme dont je parlais, donc soutenu par le conseil départemental, c'est d'essayer de revoir des verts luisants dans Toulouse, dans les agglomérations et dans les bourgs de villages et des plus petites villes. C'est un peu l'espèce phare, j'ai envie de dire, du programme, mais l'idée, c'est aussi de revoir plus de chauves-souris, plus de papillons, plus d'oiseaux nocturnes. Voilà, et donc du coup, l'idée, c'est que la question qui nous était posée, c'est biodiversité, quelle priorité, quelle perspective pour demain. C'est la question qu'on a envie de vous poser, de nous poser collectivement. C'est là comment on s'y met par rapport à ces enjeux. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on va effectivement, je vais laisser poser les questions. Juste moi une, parce que j'ai été un peu surpris. On a l'habitude au Brésil de déforestation sauvage. Là, vous dites c'est en Haute-Garonne qu'il y a quelqu'un qui coupe des arbres en plein milieu de la nature pour créer une décharge. Il y a un procès, enfin il arrive quelque chose à ces personnes qui font ça? Oui. Alors, effectivement, alors ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a le droit de couper des arbres quand on a moins de 4 hectares. Et on a le droit de le couper sans rien dire à personne. Alors, de base. Après, il y a des départements qui ont pris des arrêtés pour faire des superficies plus restrictives. Il y a certains départements qui disent en dessous de 0,5 hectares, il faut faire une déclaration, il faut demander une autorisation. On ne peut pas comme ça juste dire j'ai coupé. Et il se trouve qu'en l'occurrence, on était sur une forêt en plus classée, une forêt qui avait un grand enjeu patrimonial. Et la personne qui est partie sur ce chantier-là, elle a fait un jouet un peu c'est qu'il a dû couper en 2 fois en se disant je suis en dessous des 4 hectares, donc ça passe. Et donc effectivement, derrière, et c'est un des rôles que je disais de notre outil Sentinelle de Nature, que ça nous soit signalé, ou que ce soit signalé à des services de police de la nature, qu'on appelle, qui vont effectivement dresser un procès verbal, et derrière, il y a des amendes prévues par le Code de l'environnement. Effectivement, l'idée, c'est de ne pas laisser faire ce type de pratique, bon, même si là, malheureusement, la réparation, elle est compliquée sur une forêt qui est ancienne, une fois qu'elle est coupée. Il faut aussi que les collectivités, aujourd'hui, prennent des mesures restrictives. Si ça existe encore, ça veut bien dire qu'il faut pouvoir sanctionner. Ça, c'est pas évident de la part des collectivités, mais il faut le faire. Alors, des questions dans la salle. Les collégiens doivent en avoir plein. En tout cas, une. Bonjour. La première question, c'est nous parlons rarement de l'importance des insectes dans notre biodiversité, mais quelles seraient les conséquences si ceux-ci venaient à disparaître? Merci. Alors on en parle quand même de plus en plus, puisque l'extinction des insectes a été quand même pas mal reprise ces derniers temps dans la presse. C'est vraiment en ce moment un sujet sur lequel on se penche de plus en plus. Les conséquences, elles seraient dramatiques. Les insectes sont pollinisateurs, donc même au niveau de l'alimentation, il y aurait des conséquences très très importantes. Les insectes sont à la base de l'alimentation aussi de nombreux animaux qui, dans la chaîne alimentaire, sont ensuite mangés par d'autres animaux. Donc il y aurait plus non plus. Pour rappeler concrètement la pollinisation, parce que je ne sais pas si tous savent exactement, sauf si les profs de SVT ont bien fait leur travail, j'en doute pas, mais la pollinisation, ça veut dire quelles conséquences s'il n'y a plus de pollinisation? Eh bien, s'il n'y a plus de pollinisation, il n'y a plus de fructification, et donc il n'y a plus de végétaux. Ça il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus de fruits, et donc s'il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de reproduction, et il n'y a plus de ressources. Et là, on commence à être moins bien. Ah bah oui. Juste ce que je voulais rajouter peut-être par rapport à ce que je vous ai montré, ce qu'on vous a montré, c'est que la nature, lorsqu'on l'aide à se restaurer, à nouveau pouvoir s'exprimer, c'est incroyable la vitesse à laquelle la nature reprend et s'enrichit à nouveau. Enfin, c'est assez fantastique de pouvoir le faire. On a mis quelques décennies à détruire la nature. On peut vraiment, si on s'y met en quelques années, il y a des choses qui seront plus compliquées, mais vraiment, c'est très très rapide. Et ça, c'est très encourageant. Comment vous appréhendez les nouvelles espèces? Jean Jouzel en a parlé, il y a un rythme aussi de migration des espèces. Bon, on le sait tous aujourd'hui, en Haute-Garonne, le moustique tigre est arrivé. Il y a aussi de nouvelles formes de lézards qui sont arrivées, qu'on voyait plutôt en Afrique du Nord ou dans le sud de l'Espagne. Est-ce que vous voyez l'impact sur la chaîne alimentaire? Est-ce que ça s'étudie, ça? Par exemple, les anciens moustiques, est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'ils ont été chassés par les nouveaux?
Souvent, les espèces qui arrivent sont plus opportunistes que les espèces qui sont locales, très souvent. Ce qui fait que, là, sur les moustiques, je peux pas vous dire, mais sur, par exemple, les écrevisses, effectivement, les écrevisses de Louisiane vont être beaucoup plus agressives au niveau de l'habitat que les écrevisses à pattes blanches. Et c'est pareil pour toutes les espèces. Ça veut dire qu'elles les remplacent, finalement ? Oui, alors, il y a plusieurs cas, mais souvent, elles ont une niche écologique qui va prendre la place de l'autre espèce. Peut-être pour compléter sur ce point, alors déjà dans l'idée, les espèces, vous savez qu'on parle de biodiversité, donc les espèces, elles sont issues d'un processus qui est le processus de l'évolution, qui est en dynamique permanente. Et les espèces, le fait qu'elles deviennent justement, pour certaines, avec un comportement plus agressif, c'est aussi lié au contexte dans lequel leur espèce, donc leurs ancêtres, ont vécu. S'ils ont été confrontés à plus de prédateurs, ils se sont défendus plus. Et dans le fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des espèces qui soient introduites de manière volontaire ou de manière accidentelle, il arrive qu'on amène des espèces d'ailleurs qui ont vécu, qui ont évolué, dont l'espèce a évolué dans un contexte plus agressif et qui, arrivant ici, elles sont prêtes à se défendre plus fortement et qui vont se retrouver dans des environnements qui, pour des tas de raisons, ont été moins agressifs et du coup, elles vont, être en capacité d'en agresser d'autres. C'est un peu ce qui se passe, par exemple, avec l'écrevisse, c'est ce qui se passe avec des écureuils. Voilà. En même temps, c'est quand même très important de savoir que sur toutes ces questions d'espèces, on dit le terme exotique envahissante, et moi je préférais peut-être parler d'exotique introduite envahissante souvent. C'est aussi très souvent parce que le milieu a été dégradé avant que ces espèces s'installent. Et ça, il y a beaucoup d'études scientifiques aujourd'hui qui démontrent vraiment que, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé en Amazonie, des espèces exotiques en Amazonie, elles ne envahissent pas en fait. La biodiversité est telle, le système fonctionne tellement bien qu'on peut en mettre, on peut mettre des graines. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller le faire, mais il se trouve que si accidentellement il y en a, elles ne s'installent pas. Parce que l'écosystème, les niches sont bien remplies. Et quand ici on a dégradé, quand on a abîmé les rivières, quand on a abîmé les sols, effectivement il y a des espèces un peu plus robustes et généralistes qui arrivent d'ailleurs et qui s'installent. C'est le cas par exemple du frelon asiatique ? Et le frelon asiatique, effectivement, alors les causes elles sont multiples, mais à partir du moment où on a beaucoup affaibli les espèces d'insectes déjà présentes, les guêpes, le frelon déjà qui était présent, alors en tuant les frelons et les guêpes ici, avec nos insecticides et tout, on a notamment affaibli les populations de guêpiers, un oiseau qui est spécialisé pour consommer ces types d'insectes. Et du coup, le frelon asiatique, il arrive, et justement, il a plus de prédateurs non plus. Par exemple, c'est pas la seule raison, mais il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui expliquent que, et donc le frelon asiatique aujourd'hui, il est en train effectivement de s'attaquer à nos abeilles, mais pas qu'aux abeilles domestiques, il s'attaque à tout un tas d'insectes sauvages et d'abeilles sauvages qui sont hyper importantes sur la pollinisation. Donc Pascal l'a redit sur la question que tu posais. Il y a des régions en Chine où ils ont utilisé énormément de pesticides il y a déjà des dizaines et des dizaines d'années. Ils continuent à devoir polliniser les cerisiers, par exemple, avec des pinceaux, fleur par fleur, d'aller prendre, parce que vous savez que le pollen, donc, c'est les gamètes mâles qui doivent être sur les gamètes femelles pour faire les graines, donc la fécondation qui va effectivement germer et donner les générations suivantes de plantes. Et donc effectivement aujourd'hui, sans cette pollinisation-là qui en très grande partie est assurée par les insectes, il n'y a plus de reproduction des plantes. Et donc tout ce qui va... Vous voulez dire qu'en Asie, il y en a qui remplacent les insectes à la main ? Ah, exactement, et depuis longtemps, et ça fait des décennies, et les communautés d'insectes ne sont pas encore revenues, et donc à la main, fleur par fleur d'un cerisier, ils doivent polliniser s'ils veulent avoir des productions de cerises. Dans un avenir plus sombre, c'est peut-être un nouvel emploi. Pollinisateur manuel. Alors, il y a monsieur au fond et monsieur ensuite au milieu. Oui, donc Alain Rivière, acteur associatif local. Bon, moi, quand je me promène en forêt, je vois des fois des arbres qui viennent d'être sciés. Et finalement, je me demande, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose ? Parce que, autrement dit, dans le cycle de l'arbre, est-ce qu'il y a des moments où, effectivement, il stocke le carbone ? Est-ce qu'il y a d'autres moments où, en contraire... il ne stocke plus rien, voire il en déverse. Voilà. Et puis, deuxième approche, une suggestion pour M. Jouzel cet après-midi. Est-ce qu'il pourrait nous dire un petit mot sur, effectivement, la Convention citoyenne climat, l'avancement, l'appropriation des participants aux enjeux, voir si, effectivement, les choses évoluent sur le plan sociologique. Voilà. Il le note, je le vois, il le note. Alors, une réponse. Ensuite, il y a monsieur qui avait une question. On va essayer d'aller vite parce qu'ensuite, il va falloir se transporter au forum des associations.
Alors, est-ce qu'il est bon de couper l'arbre? Évidemment, tout dépend le but. La forêt a un rôle économique également, pas toutes les forêts, mais les forêts qui ont un rôle économique. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le mode d'exploitation et le mode de sylviculture. Si on a une forêt gérée avec toutes les strates d'arbres, avec un sous-bois qui reste riche et diversifié, avec du bois mort, donc tout un système qui peut fonctionner, évidemment, le prélèvement va être bien moins impactant qu'une coupe rase où on va donc couper l'ensemble de la parcelle et puis repartir à partir d'une coupe blanche, repartir à zéro. Donc tout dépend vraiment des modes de sylviculture qui sont pratiqués. Et bon, là on a eu l'exemple de Buzet, là où on coupe des arbres mûrs, on laisse les rémanents. Enfin voilà, donc il y a tout ce travail de pratique forestière qui est important à prendre en compte. C'est ça que vous faites quand vous dites que vous gérez les espaces? Non. Nous, on n'exploite pas les espaces. Lorsqu'on gère des espaces, on fait en sorte que les espaces puissent justement assurer toute leur fonctionnalité, être le plus robuste possible, être résilient vis-à-vis justement des attaques qui pourraient être changement climatique ou espèces invasives. Voilà. Donc nous, notre travail, c'est de les rendre le plus fonctionnels possible. Et complexe souvent. C'est par la complexité que passe la diversité, force. la richesse. Monsieur. Oui, Gérard Bollet, maire de Montbrun-Lauragais. Je voulais insister sur l'importance de ce que les communes peuvent faire en matière de biodiversité, et notamment à travers les documents d'urbanisme, et surtout insister sur l'importance que les citoyens s'intéressent à ces documents qui peuvent paraître parfois un peu complexes, un peu technocratiques, et notamment au niveau des plans locaux d'urbanisme. Beaucoup de communes font des révisions de leur PLU actuellement. Il y a des choses importantes qu'on peut faire pour la biodiversité. Si je prends l'exemple de ma commune, par exemple, on a classé tous les bois en espaces boisés classés, et pas seulement les bois, mais aussi les haies. On peut tout classer en espaces boisés classés. Et là, il n'y a pas 4 hectares, c'est dès le premier arbre qu'il faut une autorisation ou un plan de gestion pour couper. Donc ça peut être des bois, ça peut être des haies, ça peut être des arbres classés, tout simplement des arbres remarquables, isolés dans le paysage qu'on peut classer. Également, les trames vertes et bleues, ça, il faut absolument que les citoyens s'intéressent à ça, parce que souvent les PLU, on voit ça à travers l'aspect urbanisation-construction, mais aussi on peut avoir des mesures. Dans notre PLU, on a ce qu'on appelle les OAP, orientation d'aménagement et de programmation, trame verte et bleue. C'est-à-dire qu'on commence par regarder par où passe la trame verte et bleue, et à partir de là, on définit ce qui ne peut pas être constructible. Et donc, fatalement, on se fait des ennemis, mais bon, ça, c'est pas grave. Hein. On s'en fait aussi à travers des arrêtés antipesticides ou des choses comme ça, donc ça, c'est pas grave. Donc, il est important que les citoyens aillent voir ces documents, dépassent le côté un peu technocratique et aillent voir le fond des choses. Et puis, on peut aussi avoir les actions des citoyens qui, eux, interpellent la commune. Bon, sur ma commune, par exemple, on a protégé un lac. Bon, l'agence de l'eau n'était pas trop d'accord, mais enfin, on a réussi à protéger un lac sous la pression des citoyens. Et également, actuellement, on a un collectif associatif sur la commune qui s'appelle Grain de Pollen, qui a conduit la commune et qui a signé une convention pour transformer tous les espaces verts, qui sont des espaces stériles, même si on fait de la gestion différenciée, en vergers collectifs. Et on en est à 250 arbres plantés, payés par les citoyens, donc ça ne coûte rien à la commune. Et ce sont des vergers, donc des espèces anciennes, des variétés anciennes, qu'on replante pour recréer de la biodiversité dans une commune. Donc beaucoup de choses que les communes peuvent faire, mais importance de la pression des citoyens pour que les communes agissent. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur, on va prendre deux dernières questions courtes. Marcel Martin, militant associatif bénévole. On parle de la pollution lumineuse, on parle de la pollution de l'eau et la pollution de l'air. Quel impact a-t-elle sur la biodiversité? Parce qu'elle me paraît très importante. Merci, une réponse rapide. C'est peut-être, je le disais rapidement, une des premières causes d'effondrement de la biodiversité, si on pense ne serait-ce qu'aux pesticides. Parce qu'on parle des pesticides, on a bien identifié qu'ils peuvent être dans notre alimentation, qu'ils peuvent être dans l'eau. Mais aujourd'hui, malheureusement, on mesure des quantités de pesticides dans l'air importantes sur des centaines de mètres, voire des kilomètres, voire probablement que des molécules font le tour de la planète. Et aujourd'hui, les pesticides qui donc détruisent notamment les insectes, effectivement, sont probablement une des causes majeures d'explication de la chute donc,
en particulier des insectes, mais donc des oiseaux, des poissons et de tout le reste de la chaîne alimentaire. Donc effectivement, dans l'air, et donc là je parle que des pesticides, mais les autres polluants ont aussi des effets très, très problématiques pour la biodiversité. Dernière question. Juste, pardon, peut-être. Rapidement. Juste donner une notion qui est quand même hyper importante, excuse-moi. C'est qu'on mange à peu près 1 kilo, un peu plus de nourriture par jour, on boit à peu près 1 litre et quelques par jour. On respire chaque jour 14 000 litres d'air qui viennent directement dans nos poumons, dans nos alvéoles et tout ça. Alors l'air c'est moins concentré que de l'eau ou de la nourriture, mais les quantités que ça transporte et que ça nous apporte et que ça apporte aussi à tous les animaux qui respirent, à toutes les plantes qui respirent, c'est énorme et voilà. Donc c'est effectivement la pollution de l'air, c'est peut-être celle qu'on voit le moins et c'est peut-être une de celles qui explique le plus des problèmes qu'on a aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que l'agriculture bio peut avoir des influences négatives sur la biodiversité ? Oui, on peut avoir des exemples de vergers, par exemple, qui sont totalement bio, mais qui, pour ne pas utiliser d'intrants ou de pesticides, vont être complètement isolés, c'est-à-dire avec des filets qui sont en fait des barrières pour les animaux, ce qu'on appelle les auxiliaires, qui pourraient venir aider finalement les cultures. Eh bien, ils ne peuvent même pas rentrer puisque tout est clos. Et donc là, c'est bio, mais c'est vraiment un problème pour la biodiversité puisque c'est totalement stérile. Juste un complément. Alors, il y a aussi des exemples sur la manière dont on utilise, on le disait tout à l'heure, si c'est du bio mais qui est fait à l'autre bout de la planète, eh bien, la manière dont on va utiliser des terres, peut-être qu'on va déforester à l'autre bout de la planète pour faire même des choses bio, mais parce qu'il y a une demande. Donc il y a tout ça, c'est où c'est fait, il vaut mieux que ce soit local et tout ça. Et l'autre question quand même dans ce que dit Pascal, c'est que tant que le bio est minoritaire, vous avez peut-être vu aussi que quand vous achetez des aliments bio, des fois ils sont emballés dans du plastique. C'est quand même hallucinant. Et ça, c'est parce que les cahiers des charges de l'alimentation bio exigent qu'ils soient isolés des autres filières. Donc tant que le conventionnel est majoritaire et dominant, le bio est obligé de se protéger. Et c'est donc, et dans l'exemple qui est donné, il y a aussi ça. Donc c'est vrai que si on passait sur du bio plus généralisé, et à mon avis le bio en plus c'est le minimum légal, on doit aller vraiment plus vers de l'agro-biologie et tout ça, il y a des effets qui restent négatifs aujourd'hui. Il faut vraiment penser à tout, hein, quand même. Merci beaucoup. On va arrêter là pour les questions parce qu'on va inaugurer le forum. On peut applaudir nos deux intervenants.